Je suis Nathan, j'ai 35 ans et j'ai consacré toute ma vie d'adulte à l'entreprise de mon père. Pendant 5 années consécutives, j'ai dirigé l'entreprise, augmenté nos bénéfices et élargi notre base de clients pendant qu'il se retirait progressivement. Quand j'ai finalement demandé une augmentation après une demi-décennie sans en avoir, sa réponse m'a stupéfié. Tu as de la chance d'avoir cet emploi. 2 semaines plus tard, il a embauché mon frère, l'enfant chéri de la famille, qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans l'industrie, et l'a payé 4 fois mon salaire. Si vous regardez ceci depuis la salle de pause de votre lieu de travail, en vous demandant si votre loyauté est prise pour acquise, abonnez-vous et restez dans le coin. Mon histoire pourrait vous éviter des années de sacrifices ingrats. Mon grand-père a démarré notre entreprise de fabrication en 1968 avec rien d'autre qu'un petit prêt et un grand rêve. Il l'a construite à partir de rien, créant des pièces sur mesure pour l'équipement industriel. L'entreprise était modeste mais rentable, assurant une bonne vie à notre famille et employant finalement 20 personnes de notre communauté. Mon père l'a rejoint directement après l'université, travaillant aux côtés de mon grand-père pendant 15 ans avant de prendre la relève lorsque mon grand-père a pris sa retraite. J'ai pratiquement grandi dans cette usine. Certains de mes premiers souvenirs sont l'odeur particulière du métal et de l'huile de machine, les sons rythmiques de l'équipement et la camaraderie entre les travailleurs. Pendant que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo après l'école, j'apprenais à utiliser des tours et à lire des dessins techniques. À 16 ans, je pouvais identifier n'importe quel défaut dans une pièce fabriquée simplement en la regardant. Mon père semblait fier de mon intérêt, me disant souvent, un jour, tout cela sera à toi. Ces mots ont façonné toute ma trajectoire de vie. Quand est venu le temps de l'université, j'ai choisi la gestion d'entreprise avec une mineure en technologie de fabrication, spécifiquement adaptée pour m'aider à diriger l'entreprise familiale un jour, pendant que mes amis poursuivaient leur passion ou couraient après des carrières bien rémunérées dans la finance et la technologie. Je suis resté concentré sur la préparation de ma succession de mon père. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu des offres de grandes entreprises offrant des salaires compétitifs et des perspectives d'avancement claires. Un ancien camarade de classe qui est allé travailler pour une entreprise Fortune 500 a essayé de me recruter, disant, avec tes compétences et ton expérience, tu pourrais commencer à 70 000 $ et gagner 6 chiffres en 5 ans. Mais j'ai refusé sans hésitation. L'entreprise familiale m'appelait à la maison. Mes premières années de travail à temps plein sous la direction de mon père ont été difficiles. Son style de gestion était d'une autre époque, autoritaire, inflexible et critique. Rien de ce que je faisais ne semblait tout à fait assez bon. Si j'économisais 10 000 $ en négociant avec un fournisseur, il me demandait pourquoi je n'avais pas économisé 15 000 $. Si je décrochais un nouveau client, il se demandait pourquoi sa première commande n'était pas plus importante. Il faut avoir la peau dure dans ce métier, disait-il chaque fois que je montrais de la frustration face à ces critiques constantes. Je suis plus dur avec toi qu'avec quiconque parce que tu es mon fils. Tu me représentes, ainsi que tout ce que j'ai construit. Pendant ce temps, mon jeune frère Adam a choisi une voie complètement différente. Alors que j'étais le responsable, suivant les traces de notre père, Adam était l'esprit libre, le rêveur, le preneur de risques. Il a abandonné l'université après 3 semestres, déclarant qu'elle était trop contraignante pour son esprit d'entreprise. Notre père n'a presque pas sourcillé face à cette décision qui aurait entraîné des semaines de conférences si je l'avais prise. Adam a rebondi entre divers plans d'enrichissement rapide, le trading de crypto-monnaies, les entreprises de dropshipping, les entreprises de marketing multiniveau, dont aucune n'a duré plus de 6 mois avant de s'effondrer. Pourtant, d'une certaine manière, chaque échec semblait seulement le rendre plus cher à notre père, qui secouait la tête avec un sourire affectueux et disait, « Ce garçon a de l'ambition. Il a juste besoin de trouver ses marques. » Le contraste dans la façon dont nous étions traités est devenu de plus en plus évident au fil des ans. Quand Adam avait besoin de 20 000 $ pour investir dans la start-up d'un ami qui a fini par faire faillite, notre père a fait le chèque sans poser de questions. Mais quand j'ai proposé de moderniser notre équipement obsolète pour accroître l'efficacité, j'ai dû créer des projections détaillées et justifier chaque dollar avant qu'il n'approuve à contre-cœur une fraction de ce dont nous avions besoin. Nous nous sommes toujours bien débrouillés avec ce que nous avons, disait-il, tapotant les vieilles machines comme un vieil ami. Pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé? J'ai appris plus tard que mon père avait renfloué Adam au moins 5 fois, pour un total de plus de 100 000 $. Pendant ce temps, je travaillais 50 heures par semaine à diriger l'entreprise familiale avec un salaire qui n'avait pas augmenté depuis mes débuts, conduisant la même voiture de 10 ans et vivant dans un appartement modeste pour économiser de l'argent. Malgré cette disparité évidente dans le traitement,
je suis resté dévoué à l'entreprise. Je croyais que ma loyauté et mon travail acharné seraient finalement reconnus et récompensés. Je pensais sincèrement que le fait de me montrer capable de diriger et de développer l'entreprise me vaudrait le respect et le traitement équitable que je méritais. Avec le recul, je vois à quel point j'étais naïf. Les signes avant-coureurs étaient tous là, mais la dynamique familiale peut vous aveugler sur ce qui serait évident dans tout autre contexte professionnel. Les fondations de ce qui allait devenir une situation insupportable se posaient brique par brique année après année, alors que je continuais à verser mon cœur et mon âme dans une entreprise où mes contributions ne seraient jamais vraiment valorisées. Tout a changé lorsque mon père a eu une crise cardiaque il y a 6 ans. Ce n'était pas grave, plutôt un avertissement qu'un événement catastrophique, mais c'était assez sérieux pour que son médecin insiste pour qu'il réduise immédiatement son niveau de stress et sa charge de travail. Soudain, à 29 ans, je me suis retrouvé propulsé dans le rôle de président de facto de l'entreprise pendant que mon père se remettait. Les premiers mois ont été incroyablement difficiles. Bien que j'ai travaillé dans presque tous les départements au fil des ans, la gestion de toute l'opération était une bête différente. Je travaillais 14 heures par jour, apprenant à jongler avec la paie, les relations avec les principaux clients, les calendriers de production et la planification stratégique, le tout en même temps. Plusieurs nuits, j'ai dormi sur le canapé de mon bureau, me réveillant pour commencer une autre journée épuisante avant le lever du soleil. « Es-tu sûr de pouvoir gérer ça ?» me demandait mon père lors de ses brèves visites au bureau, son scepticisme à peine dissimulé. Peut-être devrions-nous faire appel à un consultant externe pour nous aider. Mais j'étais déterminé à prouver que je pouvais le faire, non seulement à lui, mais à moi-même et à nos 40 employés qui comptaient sur moi. La courbe d'apprentissage était abrupte, mais je la gravissais. Après 3 mois de difficultés à flotter, j'ai commencé à mettre en œuvre des changements que j'avais envisagés depuis des années, mais que je n'avais jamais pu convaincre mon père d'essayer. Nous avons migré notre système d'inventaire vers une solution logicielle moderne, réduisant le gaspillage et économisant des milliers de dollars par mois. J'ai introduit des horaires flexibles pour nos ouvriers d'atelier, ce qui a amélioré le moral et augmenté la productivité de 12%. Notre approche marketing désuète a fait l'objet d'une refonte complète. J'ai redessiné notre site web, établi notre présence sur les plateformes de l'industrie et commencé à assister à des salons professionnels que mon père avait toujours rejetés comme des pertes de temps et d'argent. Grâce à ces efforts, nous avons commencé à attirer des clients qui n'avaient auparavant travaillé qu'avec des concurrents beaucoup plus importants. Lorsque mon père est revenu au travail à temps partiel 6 mois après sa crise cardiaque, il a semblé sincèrement surpris par les changements positifs. L'entreprise fonctionnait plus facilement que jamais, et nous étions en voie de réaliser notre année la plus rentable depuis une décennie, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Au lieu d'éloges, il s'est concentré sur les quelques petits accros qui s'étaient produits pendant son absence. « Tu as trop changé trop vite », a-t-il dit, alors même qu'il examinait les rapports financiers améliorés. « Tu as de la chance que rien de catastrophique ne se soit produit. » Malgré sa résistance, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En 18 mois, sous ma direction, nous avions augmenté notre base de clients de 35%. Notre réputation dans l'industrie s'améliorait, plusieurs grands fabricants nous considérant maintenant pour des contrats qui auraient été impensables auparavant. Nous avions même élargi notre personnel, en embauchant 5 travailleurs qualifiés supplémentaires pour répondre à la demande. La dynamique du personnel avait également changé de manière notable. Les gens qui allaient auparavant directement vers mon père avec des questions ou des problèmes venaient maintenant me voir à la place. J'avais établi des relations avec tous nos principaux clients, dont beaucoup préféraient ouvertement traiter avec moi plutôt qu'avec mon père en raison de mon approche plus collaborative et de ma volonté de m'adapter à leurs besoins changeants. Pendant cette période, je faisais essentiellement 2 emplois, en gérant les opérations quotidiennes tout en m'occupant de la planification stratégique et des relations clés qui seraient typiquement la responsabilité d'un PDG. Mon salaire, cependant, est resté inchangé malgré mes suggestions douces et répétées que ma rémunération devrait refléter mon rôle élargi. L'entreprise se porte bien grâce aux fondations que j'ai construites, disait mon père avec dédain. Tu construis ton curriculum vitae et tu acquiers une expérience inestimable. Cela vaut plus que de l'argent à ce stade de ta carrière. J'ai sacrifié plus qu'une simple rémunération équitable pendant ces années. Des amis ont cessé de m'inviter à des événements sociaux parce que j'avais rarement le temps d'y assister. 2 relations sérieuses se sont terminées parce que mes partenaires en avaient assez des rendez-vous annulés et des urgences de travail le week-end. J'ai manqué des mariages, des anniversaires et des réunions de famille parce que l'entreprise passait toujours en premier. Mon père, pendant ce temps, avait réduit son horaire à environ 20 heures par semaine, passant le reste de son temps à jouer au golf,
à voyager et à profiter des fruits de son travail. Pourtant, il continuait à percevoir son plein salaire de cadre, plus de 3 fois ce que je gagnais tout en faisant l'essentiel du travail. Malgré ces frustrations, je ressentais un sentiment de fierté et d'accomplissement dans ce que je construisais. L'entreprise devenait ma vision, et je croyais que la patience et la persévérance finiraient par conduire à une reconnaissance appropriée, tant au niveau du titre que de la rémunération. Les employés me respectaient, nos clients me faisaient confiance, et l'entreprise prospérait sous ma direction. Je me suis convaincu que tout cela en valait la peine lorsque l'entreprise finirait par m'appartenir, comme on me l'avait laissé entendre depuis mon enfance. Je me disais que c'était les cotisations que je devais payer, l'investissement que je faisais dans mon avenir. En fin de compte, je n'aurais pas pu avoir plus tort. Pendant 5 ans, j'ai effectivement dirigé notre entreprise familiale tandis que mon père conservait le titre de PDG mais fonctionnait plus comme une figure de proue qu'un chef actif. Au cours de cette période, nous avons connu une croissance et un succès sans précédent. Notre chiffre d'affaires annuel est passé de 3 millions à un peu plus de 5 millions de dollars, une croissance de 67% dans un secteur où une croissance annuelle de 5 à 10% était considérée comme saine. Nous avons élargi notre gamme de produits pour inclure des composants personnalisés pour le secteur des énergies renouvelables, une décision qui s'est avérée particulièrement lucrative à mesure que ce secteur explosait. Cette diversification a non seulement augmenté nos revenus, mais nous a également protégés des ralentissements cycliques qui avaient auparavant touché nos clients traditionnels du secteur manufacturier. Lorsque la récession économique a frappé 3 ans après le début de ma direction, nous étions l'une des rares entreprises de notre secteur à ne pas avoir à licencier un seul employé. Grâce à une planification minutieuse et aux coussins financiers que j'avais constitués, nous avons résisté à la tempête tandis que de nombreux concurrents luttaient ou fermaient complètement leurs portes. Nous avons même réussi à acquérir un petit concurrent en difficulté à un prix avantageux, ce qui a permis d'accroître nos capacités et notre base de clients. Tout au long de ces réalisations, mon salaire est resté pratiquement stagnant. Je gagnais 72 000 $ par année, soit à peu près ce qu'un gestionnaire de niveau intermédiaire gagnerait dans une entreprise comparable, et non un cadre dirigeant une entreprise de plusieurs millions de dollars. Selon les normes de l'industrie, une personne à mon poste aurait dû gagner au moins 150 000 $ plus des primes de rendement et des parts dans l'entreprise. Ma situation financière personnelle reflétait ce décalage. À 35 ans, je louais encore un appartement tandis que d'anciens camarades de classe ayant des responsabilités similaires possédaient des maisons dans des quartiers huppés. Je conduisais une berline de 10 ans avec plus de 150 000 miles au compteur. J'avais reporté le fait de fonder une famille, en partie pour des raisons financières, même si c'était quelque chose que je voulais profondément. Il y avait des signes subtils du manque d'appréciation de mon père que j'ai soit manqué, soit choisi d'ignorer. Lorsque des clients complimentaient mon leadership lors de réunions, mon père redirigeait rapidement la conversation vers la façon dont il m'avait bien formé ou vers la façon dont les solides fondations de l'entreprise avaient rendu le succès possible. Si des publications de l'industrie voulaient m'interviewer sur nos approches novatrices, il insistait pour être inclus ou les rediriger pour qu'elles s'adressent à lui à la place. Malgré ces défis, ma réputation dans l'industrie continuait de croître. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences commerciales et on m'a demandé de me joindre à des conseils d'administration de l'industrie. Les concurrents reconnaissaient ma valeur, même si mon père ne la reconnaissait pas. Tout au long de ces 5 années, j'ai reçu pas moins de 7 tentatives de recrutement de la part d'autres entreprises, avec des offres allant de près du double de mon salaire actuel à des postes de direction avec des participations au capital. La plus tentante venait de notre plus grand concurrent, dont le PDG m'a approché directement lors d'un événement de l'industrie. « Nathan, je vais être franc », m'a-t-il dit autour d'un verre. « Tu gaspilles ton talent là-bas. On te ferait commencer à 180 000 $ avec une voie claire vers le partenariat d'ici 5 ans. Pense-y. » J'y ai pensé pendant environ une semaine avant de refuser. L'entreprise familiale était dans mon sang. Je ne pouvais pas imaginer m'éloigner de ce que j'avais aidé à construire, de ce qui m'avait été promis depuis mon enfance. Je croyais toujours que mon père finirait par reconnaître mes contributions et que l'entreprise m'appartiendrait un jour. Ce dévouement a eu un coût personnel important. Des amis de mon âge se mariaient, achetaient des maisons, fondaient des familles, autant d'étapes que j'avais reportées en me consacrant à l'entreprise. Ma vie amoureuse était devenue presque inexistante en raison de mon horaire de travail. Lorsque je rencontrais quelqu'un avec qui j'avais des affinités, la relation souffrait inévitablement de mon indisponibilité et de mon stress constant. « Tu dois établir de meilleures limites », m'a dit mon ami le plus proche lors d'une rare soirée. L'entreprise consomme toute ta vie, et je ne suis pas sûr que ton père l'apprécie même.
Ces mots ont touché plus juste que je ne voulais l'admettre. Un sentiment de ressentiment s'était progressivement accumulé au fil des ans, comme la pression de l'eau derrière un barrage. J'ai essayé de le réprimer, de rester loyal et patient, mais cela devenait de plus en plus difficile. Après 5 ans à diriger efficacement l'entreprise, à la faire croître considérablement et à la faire traverser des périodes économiques difficiles, tout en étant dramatiquement sous-payé, j'ai finalement décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse sur ma rémunération et mon avenir au sein de l'entreprise. J'avais fait mes preuves au-delà de tout doute raisonnable. Si mon père ne pouvait pas voir ma valeur maintenant, il ne la verrait jamais. J'ai passé des semaines à me préparer à cette conversation. J'ai créé des présentations détaillées montrant la croissance de l'entreprise sous ma direction, compilé des données salariales de l'industrie pour des postes comparables et souligné mes contributions en termes concrets et indéniables. J'ai pratiqué ce que j'allais dire, anticipant ces objections potentielles et préparant des réponses rationnelles axées sur les affaires. Avec le recul, j'ai réalisé que je me préparais à une discussion commerciale logique avec un dirigeant rationnel, et non à la dynamique familiale émotionnellement chargée qui allait réellement se dérouler. Aucune quantité de graphiques, de données ou d'arguments logiques ne pouvait surmonter des décennies de schémas établis et d'attentes tacites. La conversation que j'allais avoir allait tout changer, mais pas de la façon dont je l'avais espéré. Après 5 ans à diriger l'entreprise avec une reconnaissance minime, je savais qu'il était temps de discuter de ma rémunération. J'ai choisi un vendredi après-midi, car les affaires étaient généralement plus lentes, ce qui nous laissait le temps de parler sans interruption. J'ai apporté un dossier de présentation professionnelle contenant toutes mes recherches, les paramètres de performance de l'entreprise sous ma direction, les normes de l'industrie en matière de rémunération des cadres et une proposition d'ajustement raisonnable. Mon père a semblé distrait lorsque je suis entré dans son bureau, levant à peine les yeux de son ordinateur. « Fais vite, Nathan. J'ai une heure de départ à 16h30. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lancé mon introduction soigneusement préparée. « Papa, j'aimerais discuter de mon rôle dans l'entreprise et de ma rémunération. Comme tu le sais, je gère les opérations de manière efficace depuis 5 ans maintenant. » Il m'a coupé la parole d'un geste de la main. « Il s'agit encore d'argent ? Je pensais que nous avions réglé ça l'année dernière. » Nous n'avions rien réglé. Il avait rejeté ma brève mention d'une augmentation sans discussion, mais je suis resté calme et j'ai continué, faisant glisser le dossier sur son bureau. J'ai préparé des informations que je crois que tu trouveras convaincantes. Notre entreprise a connu une croissance de 67% pendant ma période de direction. La fidélisation de nos clients a augmenté de 22%. Et Nathan. Il a encore interrompu, sans même jeter un coup d'œil à mes documents. Tu sais ce que j'en pense. L'entreprise se porte bien, et tu en profiteras bien assez tôt. C'est une entreprise familiale, pas une société où les cadres exigent des augmentations chaque fois qu'ils ont un bon trimestre. Ça fait 5 ans, papa, ai-je dit, luttant pour ne pas laisser transparaître ma frustration. Pas un trimestre. 5 ans de croissance, d'innovation et de rentabilité. Je ne demande rien d'injustifié, juste une rémunération qui reflète mes responsabilités et mes contributions. Il a finalement levé les yeux, son expression se durcissant. Tu sais quel est ton problème ? On t'a toujours tout servi sur un plateau. Quand j'avais ton âge, j'étais reconnaissant d'avoir un emploi dans l'entreprise de mon père. Je travaillais 2 fois plus dur que toi pour la moitié de la reconnaissance. L'ironie de cette déclaration était stupéfiante. Je travaillais 70 heures par semaine depuis des années, tandis qu'il jouait au golf 3 fois par semaine. Mais je suis resté concentré sur les faits, ouvrant le dossier pour lui montrer les comparaisons de salaire dans le secteur. Quelqu'un à mon poste gagne généralement entre 150 000 et 200 000 $ par an, ai-je expliqué. Je ne demande que 120 000 $, ce qui reste bien en dessous du prix du marché. Mon père s'est adossé à sa chaise, un sourire méprisant traversant son visage. Tu crois que tu pourrais entrer dans une autre entreprise demain et exiger ce genre de salaire ? Tu n'as jamais travaillé qu'ici, Nathan. Tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai appris. Puis est venue la déclaration qui allait finalement tout changer. Tu as de la chance d'avoir ce travail, a-t-il dit sèchement. De la chance que je t'ai préparé à prendre la relève un jour. Il y a des centaines de personnes qualifiées qui sauteraient sur l'occasion qu'on t'a donnée. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. De la chance ? Après 5 ans de sacrifices, d'innovation et de résultats prouvés, après avoir fait croître l'entreprise de 2/3 et l'avoir guidée à travers une récession sans licenciement, après avoir refusé de multiples offres de concurrents.
Il ne s'agit pas de chance, papa, ai-je dit calmement. Il s'agit d'une juste compensation pour la valeur que j'apporte à l'entreprise. La valeur qui se reflète dans notre croissance, nos relations avec les clients et nos états financiers. Nous sommes une famille, a-t-il répondu, comme si cela expliquait tout. L'entreprise sera à toi un jour. Cela vaut plus qu'une augmentation de salaire. Quand, ai-je demandé. Quand sera-t-elle à moi? Nous n'avons jamais discuté d'un plan de succession concret ou d'un calendrier, a-t-il haussé les épaules. Quand je serai prêt à prendre ma retraite complètement. Ça pourrait être dans 5 ans, ça pourrait être dans 15. Ce n'est pas la question. La conversation a continué en rond pendant encore une demi-heure, mon père rejetant tous les arguments que j'avançais. Il ne voulait même pas envisager une augmentation modeste, et encore moins quelque chose qui s'approcherait du prix du marché. J'ai quitté son bureau en me sentant vaincu, sous-évalué et de plus en plus amer. Les 2 semaines suivantes ont été tendues. Nos conversations étaient strictement liées aux affaires et brèves. Le personnel a remarqué le changement d'atmosphère et plusieurs personnes m'ont demandé si tout allait bien. J'ai gardé mon professionnalisme, mais je n'ai pas pu cacher entièrement ma déception. Puis est venue l'annonce qui allait transformer la déception en trahison. Mon père a convoqué une réunion de tout le personnel lundi matin, ce qu'il faisait rarement. J'ai supposé qu'il s'agissait des résultats trimestriels ou peut-être d'un nouveau client important. Je ne pouvais pas plus me tromper. J'ai une nouvelle excitante, a commencé mon père, rayonnant d'un enthousiasme inhabituel. L'entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance, et nous accueillons de nouveaux talents pour nous aider à aller de l'avant. Il a fait un geste vers la porte qui s'est ouverte, et mon frère Adam est entré, souriant largement. Je ne savais même pas qu'il était revenu en ville. Adam va se joindre à nous en tant que vice-président exécutif du développement des affaires, a annoncé fièrement mon père. Il apporte une richesse d'expérience entrepreneuriale et des idées nouvelles qui compléteront notre approche traditionnelle. L'expérience de mon frère se résumait à une série d'entreprises ratées que notre père avait renflouées à plusieurs reprises. Il n'avait aucune expérience dans la fabrication, aucun contact dans l'industrie et aucune formation commerciale formelle au-delà de 3 semestres d'études générales. Les membres du personnel ont applaudi poliment, bien que beaucoup aient semblé aussi confus que moi. Après la réunion, je suis immédiatement allé au bureau de mon père, fermant la porte derrière moi. De quoi s'agit-il, ai-je exigé, mon calme finissant par craquer. Adam ne connaît rien à notre entreprise ou à notre industrie. Il apprend vite, a répondu mon père sur la défensive. Et il a des qualités qui te manquent. La créativité, la prise de risque, la vision. La vision, ai-je répété avec incrédulité. Sa dernière vision était d'investir dans une application qui aidait les gens à trouver des sosies de chiens. Elle a fait faillite en 4 mois. L'expression de mon père s'est durcie. J'ai pris ma décision, Nathan. Adam se concentrera sur les nouveaux marchés et les nouvelles opportunités tandis que tu continueras à gérer les opérations. C'est une bonne répartition des responsabilités. J'aurais accepté cette explication, aussi douteuse soit-elle, si je n'avais pas découvert ce qui suit la semaine suivante. En examinant les documents de paie qui nécessitaient mon approbation en tant que chef de l'exploitation, j'ai vu le salaire de départ d'Adam, $288 000 par an, exactement 4 fois ce que je gagnais après plus d'une décennie dans l'entreprise. La révélation m'a frappé comme un coup physique. 2 semaines après avoir refusé ma demande d'augmentation, affirmant que l'entreprise ne pouvait pas se le permettre, mon père avait embauché mon frère inexpérimenté à un salaire de cadre qui dépassait même ce que j'avais étudié comme étant le taux du marché le plus élevé. Lorsqu'il a été confronté à cela, mon père s'est mis sur la défensive. Adam avait d'autres opportunités. Nous devions faire une offre concurrentielle. Quelles opportunités, ai-je demandé, sachant pertinemment que mon frère était essentiellement au chômage depuis des mois. Ce n'est pas la question, a-t-il esquivé. Adam apporte un ensemble de compétences différents. Nous devons diversifier notre approche de leadership. Le vrai message était terriblement clair. Mes années de loyauté, de sacrifice et de leadership réussi étaient moins valorisées que le potentiel non prouvé de mon frère. On s'attendait à ce que je forme et soutienne le frère à qui on avait tout donné et pour lequel j'avais travaillé pendant des années. La dynamique de bureau est rapidement devenue insupportable. Les membres du personnel qui avaient travaillé avec moi pendant des années m'ont approché en privé, exprimant leur confusion et leur inquiétude quant au rôle et aux qualifications d'Adam. Plusieurs m'ont demandé sans détour si on me poussait vers la sortie. J'ai gardé mon professionnalisme, ne critiquant jamais mon père ou mon frère publiquement,
mais la tension était évidente pour tout le monde. Adam, pendant ce temps, a immédiatement commencé à faire valoir son poids, proposant des idées irréalistes et faisant des promesses aux clients que nous ne pouvions absolument pas tenir. Lorsque j'essayais de lui donner des conseils ou d'exprimer des préoccupations, il disait avec dédain, « Papa pense que c'est une excellente idée », mettant fin à toute discussion. Je pensais que rien ne pouvait me blesser plus que le commentaire « Tu as de la chance » de mon père. J'avais tort. Ce sabotage systématique de ma position, cette déclaration claire de la faible valeur accordée à mes contributions, me blessait plus profondément que n'importe quelle remarque isolée ne pourrait jamais le faire. Pendant 3 semaines après l'arrivée d'Adam, j'ai essayé de faire fonctionner le nouvel arrangement. Je me disais que les entreprises familiales sont compliquées, que peut-être Adam surprendrait tout le monde avec des talents cachés, que peut-être ce n'était que la tentative mal avisée de mon père d'intégrer ses 2 fils dans l'héritage familial. Chaque matin, j'arrivais au bureau et répétais ces rationalisations comme un mantra. Chaque soir, je partais épuisé et démoralisé, le poids de la trahison devenant de plus en plus lourd de jour en jour. Adam n'a pas tardé à faire sentir sa présence. Au cours de sa première semaine, il a engagé l'entreprise dans un salon professionnel coûteux pour lequel nous n'étions pas préparés, a commandé du matériel promotionnel avec des erreurs de conception importantes et a réussi d'une manière ou d'une autre à offenser l'un de nos plus anciens clients lors de ce qui aurait dû être un appel de courtoisie de routine. Il est juste en train de prendre ses marques, a dit mon père lorsque j'ai soulevé des inquiétudes. Tu te souviens de tes premières semaines? Tu as fait des erreurs, toi aussi. La comparaison était ridicule. Mes erreurs en tant que jeune diplômé étaient mineures et s'étaient produites malgré une préparation minutieuse et un effort sincère. Celle d'Adam était le résultat d'une trop grande confiance et d'un manque de volonté d'apprendre les bases avant de prendre des décisions importantes. Plus rageant encore était de voir mon père réparer les dégâts d'Adam tout en continuant à scruter mon travail. Lorsque j'ai mal calculé un calendrier de production de 2 jours, j'ai reçu une sévère leçon sur l'attention aux détails. Lorsqu'Adam nous a engagés dans un contrat qui ferait perdre de l'argent sur chaque unité produite, mon père a discrètement révisé les termes lui-même et n'en a plus jamais parlé. La situation a atteint son paroxysme lorsqu'Adam a proposé de refondre l'image de notre entreprise, y compris de changer le nom qui représentait 3 générations de travail de ma famille. Il a présenté son idée directement à mon père, me contournant complètement malgré que les opérations relevaient de ma compétence. Nouveau départ, nouvelle image, a déclaré Adam lors d'une réunion, dévoilant des maquettes pour un nouveau logo et un nouveau nom d'entreprise qui abandonnait tout lien avec notre héritage. L'ancien nom sonne comme une usine poussiéreuse des années 50. Nous avons besoin de quelque chose qui évoque l'innovation et l'avenir. J'ai attendu que mon père rejette cette suggestion absurde. Au lieu de cela, il a hoché la tête pensivement. Il vaut la peine d'y réfléchir. Le marché évolue, et peut-être que notre image devrait évoluer aussi. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon appartement jusqu'à 3 heures du matin, repassant en boucle les événements de la journée et les affronts accumulés au cours des dernières semaines. Vers 4 heures du matin, un moment de lucidité m'a frappé. Rien n'allait changer. Mon père verrait toujours Adam comme l'enfant prodige au potentiel illimité tout en me considérant comme le cheval de trait fiable mais peu exceptionnel. J'ai passé le reste de la nuit à rédiger ma lettre de démission. Elle était respectueuse mais directe, indiquant simplement que je ne pouvais plus continuer dans un environnement où mes contributions étaient si clairement sous-évaluées. Je n'ai pas mentionné Adam par son nom ni détaillé la disparité salariale. Je n'en avais pas besoin. Mon père savait exactement pourquoi je partais. Le lendemain matin, au lieu d'aller au bureau, j'ai appelé James Harrington, le PDG de notre plus grand concurrent, qui avait essayé de me recruter l'année précédente. Nous avions maintenu des contacts occasionnels lors d'événements de l'industrie. Nathan, a-t-il répondu chaleureusement. C'est une agréable surprise. Ce poste que vous avez mentionné l'année dernière, ai-je dit sans préambule, est-il toujours disponible? Il y a eu une brève pause. Pas exactement, mais pour vous, nous pourrions créer quelque chose de similaire. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons convenu de nous rencontrer pour déjeuner ce jour-là. J'ai été franc au sujet de ma situation sans dénigrer ma famille ou notre entreprise. James a écouté attentivement, hochant occasionnellement la tête comme si mon histoire confirmait des soupçons qu'il avait sur la dynamique de notre entreprise. Les entreprises familiales peuvent être les meilleurs et les pires environnements, a-t-il dit après que j'ai terminé. Soyons clairs sur ce que nous pouvons offrir, vice-président exécutif des opérations à partir de $110 000 avec des primes de performance qui pourraient ajouter 30 à 40 000 $ par an.
Un ensemble complet d'avantages sociaux, y compris la contrepartie des cotisations de retraite et, plus important encore, une voie claire vers le partenariat en action après 3 ans si les objectifs de performance sont atteints. Le salaire était plus de 50% supérieur à ce que je gagnais actuellement, avec des primes qui pourraient potentiellement doubler ma rémunération actuelle. Mais plus précieuse que l'argent était le respect implicite de l'offre, la reconnaissance de mes compétences et de mon expérience qui faisait défaut dans l'entreprise familiale. J'ai accepté sur le champ. Nous avons convenu que je commencerais dans 3 semaines, ce qui me laisserait le temps d'assurer un transfert adéquat de mes responsabilités. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau tôt et j'ai déposé ma lettre de démission sur le bureau de mon père avant l'arrivée de quiconque. Puis j'ai commencé à retirer les objets personnels de mon bureau, un processus à la fois cathartique et émotionnel. Chaque prix, chaque photo, chaque souvenir représentait des années de dévouement à une entreprise qui avait finalement échoué à réciproquer ma loyauté. Mon père a fait irruption dans mon bureau 1 heure plus tard, la lettre de démission serrée dans sa main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé, le visage rouge de colère. « Exactement ce que ça dit », ai-je répondu calmement. « Mon préavis de 2 semaines. »« Tu ne peux pas simplement démissionner », a-t-il balbutié. « C'est l'entreprise de ta famille, ton avenir. »« Vraiment ?» ai-je demandé. « Parce que de là où je suis, il semble que ce soit l'avenir d'Adam, pas le mien. »« C'est à cause d'Adam ? » Pour l'amour de Dieu, Nathan. Il y a de la place pour vous deux ici, à des évaluations radicalement différentes, apparemment, ai-je dit. J'ai accepté un poste chez Harrington Manufacturing. Je commence dans 3 semaines. La couleur a quitté le visage de mon père. James Harrington était son rival de longue date dans l'industrie. Tu vas travailler pour James ? C'est pratiquement de la trahison. C'est du commerce, les jeux corrigés. Ils m'ont offert une juste compensation pour mes compétences et mon expérience, ce que je n'ai pas pu obtenir ici. Ce qui a suivi a été un barrage de tactiques de manipulation émotionnelle. D'abord la colère, après tout ce que j'ai fait pour toi. Puis la culpabilité, cela brisera le cœur de ta mère. Suivi de sombres prédictions, tu vas échouer lamentablement là-bas sans mes conseils. Et enfin, des négociations désespérées, discutons d'une augmentation. Peut-être un nouveau titre. Mais il était trop tard. Le sort avait été brisé. Je voyais clairement maintenant ce que je n'avais pas voulu admettre pendant des années. Je ne serais jamais valorisé correctement dans l'entreprise de mon père. Aucune augmentation ni aucun titre ne pourrait réparer la rupture fondamentale de confiance qui s'était produite. Ma décision est définitive, ai-je dit quand il a finalement manqué d'arguments. Je vais assurer une transition en douceur de mes responsabilités avant de partir. Je suis sorti du bureau ce soir-là en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, malgré le tumulte émotionnel de la journée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je traçais ma propre voie plutôt que de suivre le chemin qui avait été tracé pour moi depuis l'enfance. C'était terrifiant et exaltant à parts égales. Mon premier jour chez Harrington Manufacturing m'a paru surréaliste. Après 15 ans dans l'entreprise familiale, entrer dans un bureau différent, saluer de nouveaux collègues et aménager un nouvel espace de travail était déroutant. L'entreprise était plus grande que la nôtre, avec plus de 100 employés contre nos 40, et fonctionnait avec des processus et des structures plus formelles. James m'a chaleureusement accueilli, me présentant aux chefs de département et aux principaux membres de l'équipe. Nathan apporte une expérience et une connaissance du secteur exceptionnelle, leur a-t-il dit. Nous avons de la chance de l'avoir dans notre équipe. Cette reconnaissance publique de ma valeur, chose que mon père m'avait rarement offerte, était à la fois valorisante et légèrement inconfortable. Je n'étais pas habitué à des éloges aussi directs. La période d'adaptation a été difficile. J'ai dû apprendre de nouveaux systèmes, comprendre différentes dynamiques organisationnelles et établir des relations avec un personnel initialement méfiant à l'égard du nouveau dirigeant. Certains me regardaient avec suspicion, se demandant si j'allais importer des pratiques de l'entreprise concurrente de ma famille ou si j'utilisais simplement Harrington comme levier pour négocier un meilleur poste dans l'entreprise de mon père. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le profond sentiment de liberté que j'ai ressenti. Pour la première fois, je pouvais prendre des décisions basées uniquement sur des mérites commerciaux sans naviguer dans des dynamiques familiales complexes. Je pouvais proposer des idées sans qu'elles soient rejetées parce que, ce n'est pas comme ça qu'on a toujours fait. Je pouvais me concentrer entièrement sur la performance sans me soucier des rivalités fraternelles ou de l'approbation parentale. Ma rémunération reflétait cet environnement professionnel.
Mon salaire de base de $110 000 était complété par des avantages sociaux complets, y compris une assurance maladie avec une meilleure couverture que celle que j'avais auparavant, des cotisations de retraite et des primes de performance, y compris tous les éléments. Ma rémunération totale était d'environ 52% supérieure à ce que je gagnais dans l'entreprise familiale. L'évolution la plus inattendue s'est produite environ 2 semaines après mon arrivée chez Harrington. J'ai reçu des appels de 3 clients importants avec lesquels j'avais travaillé dans l'entreprise de mon père. Ils avaient entendu parler de mon départ et voulaient discuter de la possibilité de transférer leurs activités chez Harrington. Ce n'est rien de personnel contre votre père, a expliqué un client. Mais nous travaillons directement avec vous depuis des années. Vous comprenez nos besoins. Vous êtes réactif. Et franchement, nous faisons confiance à votre jugement. J'ai fait attention à ne pas activement débaucher des clients, ce qui aurait franchi une ligne éthique que je n'étais pas prêt à franchir. Mais lorsque des clients me contactaient directement, exprimant leur insatisfaction face aux récents changements dans l'entreprise de mon père, je ne pouvais pas refuser des opportunités commerciales légitimes pour mon nouvel employeur. En moins de 2 mois, cet ancien client avait transféré leurs activités chez Harrington, représentant environ 20% du chiffre d'affaires annuel de mon père. Ce n'était pas un exode coordonné, mais plutôt des décisions individuelles prises par des clients qui appréciaient les relations que j'avais établies avec eux pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, des nouvelles de mon ancien lieu de travail parvenaient par les canaux de l'industrie. Sans mes conseils, Adam avait accéléré son initiative de rebranding mal conçue, aliénant ainsi les clients de longue date qui appréciaient l'héritage et la réputation de l'entreprise. Il s'était engagé dans plusieurs projets coûteux avec des rendements douteux, mettant à rude épreuve les réserves de trésorerie de l'entreprise. Le plus préoccupant était le contrôle de la qualité. Autrefois notre marque de fabrique, il avait commencé à décliner à mesure que le personnel expérimenté partait, mal à l'aise avec le nouveau style de leadership. La réaction initiale de mon père était prévisible. Il m'a appelé furieux, m'accusant de voler des clients et de trahir la famille. Je suis resté calme, expliquant que je n'avais sollicité aucune affaire. Les clients avaient pris leurs propres décisions en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Au fil des mois, son ton est progressivement passé de la colère à l'inquiétude et enfin à quelque chose qui s'apparentait à du désespoir. L'entreprise est en difficulté, Nathan, a-t-il admis 6 mois après mon départ. Nous avons perdu plus de clients que ceux qui vous ont suivis. Les retards de production augmentent. Les idées d'Adam ne fonctionnent pas comme nous l'espérions. Il y avait une partie de moi, une petite partie blessée, qui éprouvait une certaine satisfaction à cette validation. Mais surtout, j'étais triste. L'entreprise que mon grand-père avait construite, que mon père avait développée et que j'avais modernisée était en train de vaciller. Des décennies d'histoire et d'impact communautaire étaient menacées. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit sincèrement. Mais je ne suis plus en mesure d'aider. Tu pourrais revenir, a-t-il suggéré timidement. Nous pourrions discuter d'un meilleur arrangement, d'une meilleure rémunération, de plus d'autorité. Merci, mais non, ai-je répondu. J'ai pris des engagements ici que j'ai l'intention d'honorer. Ma vie personnelle s'est épanouie parallèlement à ma croissance professionnelle. Avec des heures de travail raisonnables et un stress considérablement réduit, j'ai commencé à renouer avec des amitiés négligées et à poursuivre des intérêts que j'avais mis de côté pendant des années. J'ai rejoint une ligue de basketball récréative, j'ai fait des randonnées le week-end et j'ai même commencé à prendre des cours de cuisine, des plaisirs simples qui semblaient impossibles pendant mes années de travail accaparant dans l'entreprise familiale. 4 mois après avoir commencé chez Harrington, j'ai rencontré Élise à l'un de ses cours de cuisine. Elle était intelligente, indépendante et d'une franchise rafraîchissante. Notre relation s'est développée naturellement, sans les interruptions constantes des urgences professionnelles qui avaient affecté mes relations précédentes. En moins d'1 an, nous parlions de mariage et visitions des maisons ensemble, des étapes de vie majeures qui semblaient toujours hors de portée auparavant. Grâce à ma situation financière améliorée, j'ai pu acheter ma première maison, une maison modeste mais confortable de 3 chambres dans un quartier agréable. Après des années de location, le sentiment de propriété et de permanence était profondément satisfaisant. D'anciens collègues ont également commencé à me contacter. D'abord, il y a eu des déjeuners informels pour se rattraper, qui comprenaient inévitablement des questions sur les opportunités chez Harrington. Finalement, 3 employés clés de l'entreprise de mon père ont rejoint Harrington, apportant avec eux des compétences précieuses et des connaissances institutionnelles. Tout au long de cette période, mon père a continué à faire des ouvertures occasionnelles,
allant des propositions commerciales aux appels émotionnels sur la loyauté familiale. À chaque fois, j'ai maintenu une courtoisie professionnelle tout en déclinant fermement toute suggestion de retour. L'entreprise qui avait autrefois été le centre de mon identité était désormais fermement dans mon passé. Ce qui m'a le plus surpris, c'est mon absence de regret. Malgré 15 ans d'investissement dans l'entreprise familiale, partir avait été la bonne décision. Le déclin de l'entreprise sans moi, bien que triste, a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais pleinement reconnu. Mes contributions avaient été bien plus vitales à son succès que mon père ne l'avait jamais reconnu. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté l'entreprise familiale. Et avec le recul, cette décision difficile a marqué le début du chapitre le plus épanouissant de ma vie jusqu'à présent. Chez Harrington Manufacturing, j'ai été promu directeur de l'exploitation avec supervision de toutes les installations de production et un siège au sein de l'équipe de direction. Ma rémunération a continué d'augmenter, dépassant désormais le triple de ce que je gagnais dans l'entreprise de mon père. Professionnellement, j'ai reçu une reconnaissance qui aurait été inimaginable auparavant. L'année dernière, j'ai été nommé l'un des 40 de moins de 40 ans, leader émergent du secteur par notre principale publication professionnelle, un honneur que mon père avait reçu à son époque, mais n'aurait jamais soutenu ma nomination pendant que je travaillais sous ses ordres. Ma vie personnelle s'est épanouie parallèlement à ma carrière. Élise et moi nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une cérémonie qui ressemblait à une célébration non seulement de notre union, mais aussi de la nouvelle vie que j'avais créée pour moi-même. Nous attendons notre premier enfant dans quelques mois, une fille. Nous vivons dans une belle maison dans un quartier que nous aimons et, pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'ai un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée qui me permet de m'engager pleinement dans les deux aspects de ma vie. Ma relation avec ma famille reste compliquée. Ma mère, qui était toujours restée un peu neutre dans les conflits d'entreprise, maintient un contact régulier. Nous nous rencontrons pour déjeuner tous les mois et elle visite notre maison occasionnellement, bien qu'elle prenne soin d'éviter de parler de l'entreprise familiale. Mon père et moi avons établi une réconciliation prudente et limitée. Après que la colère et les récriminations initiales se soient estompées, nous nous sommes installés dans une trêve difficile. Nous nous voyons lors des grands événements familiaux et échangeons des conversations cordiales. Mais la proximité que nous partagions autrefois n'est pas revenue. J'ai accepté qu'elle ne revienne probablement jamais. L'entreprise familiale elle-même s'est considérablement contractée. Mon frère Adam n'a duré que 18 mois avant de partir pour poursuivre une autre aventure entrepreneuriale. Celle-ci financée par un prêt substantiel provenant des réserves en baisse de l'entreprise. Mon père, approchant maintenant les 70 ans, est revenu à la direction à temps plein, mais a eu du mal à reconstruire ce qui avait été perdu. Ils ont réduit leurs effectifs de moitié et ont déménagé dans des installations plus petites. L'année dernière, lors d'une rare conversation privée lors d'un mariage familial, mon père a finalement reconnu certaines vérités difficiles. « J'ai mal géré les choses avec toi, Nathan », a-t-il dit, fixant son verre plutôt que de croiser mon regard. « J'ai pris ta loyauté pour acquis. Je le vois maintenant. » Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de la part de mon père fier, c'était significatif. J'ai simplement hoché la tête et les remercié pour cette reconnaissance. Certaines blessures guérissent avec le temps, mais les cicatrices restent. L'expérience m'a forcé à affronter des réalités difficiles concernant les dynamiques familiales, en particulier dans un contexte commercial. J'ai passé près de 2 ans en thérapie à travailler sur les émotions compliquées de colère, de trahison, de culpabilité et de deuil qui ont accompagné ma séparation de l'entreprise familiale. Grâce à ce processus, j'ai distillé plusieurs leçons de vie cruciales qui pourraient aider d'autres personnes dans des situations similaires. Premièrement, votre valeur professionnelle n'est pas déterminée par des obligations familiales. Les compétences, l'expérience et les résultats méritent une reconnaissance et une rémunération appropriée, quelles que soient les relations familiales. Se permettre d'être sous-évalué parce que, c'est la famille, ne fait que mener au ressentiment et à l'épuisement professionnel. Deuxièmement, la loyauté doit toujours être réciproque. Une dévotion unilatérale n'est pas durable et nuit finalement aux deux parties. Une relation saine, personnelle ou professionnelle, nécessite un respect et une appréciation mutuelle. Troisièmement, parfois, partir est le choix le plus sain, même dans des situations dans lesquelles vous avez investi des années. L'erreur des coûts irrécupérables maintient de nombreuses personnes piégées dans des arrangements dysfonctionnels bien plus longtemps qu'elles ne le devraient. Quatrièmement, fixer des limites avec la famille est nécessaire et valable, en particulier dans un contexte commercial. Une séparation claire entre les rôles familiaux et les rôles commerciaux est essentielle pour que les deux relations prospèrent.
Cinquièmement, votre identité existe indépendamment des attentes ou des traditions familiales. Trouver votre propre voie peut décevoir les autres au début, mais mène finalement à un plus grand épanouissement personnel et à des relations authentiques. L'expérience a profondément façonné mon propre style de gestion. Chez Harrington, j'ai mis en place des programmes de mentorat pour les employés prometteurs, en veillant à ce qu'ils reçoivent à la fois une reconnaissance et des commentaires constructifs. Je plaide fermement pour une rémunération équitable basée sur la performance plutôt que sur l'ancienneté ou les relations personnelles. Plus important encore, je crée un environnement où les gens se sentent valorisés pour leurs contributions plutôt que pris pour acquis. Ma relation avec le monde de l'entreprise familiale a également évolué. Je suis devenu une sorte de conseiller informel pour d'autres personnes confrontées à des situations similaires, prenant occasionnellement la parole lors d'événements de l'industrie sur la planification de la succession et la dynamique de l'entreprise familiale. Ces conversations sont souvent cathartiques, révélant à quel point mon expérience était courante tout en offrant aux autres une perspective et des voies potentielles à suivre. Aurais-je choisi cette voie si mon père m'avait traité équitablement dès le début? Probablement pas. Je serais probablement resté dans l'entreprise familiale, finissant par la reprendre lorsque mon père prendrait sa retraite. Mais l'expérience douloureuse d'être sous-évalué et finalement trahi, m'a forcé à découvrir des forces et des opportunités que je n'aurais peut-être jamais poursuivies autrement. Alors que je me prépare à devenir parent moi-même, j'ai beaucoup réfléchi au type d'héritage que je veux créer pour ma fille. Il ne comprendra pas l'attente qu'elle suive mes traces professionnelles ou réalise mes rêves inachevés. Au lieu de cela, j'espère la soutenir dans la découverte de ses propres passions et valeurs, en reconnaissant sa valeur indépendamment de mes attentes. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez dans une situation similaire, sous-évalué dans une entreprise familiale, pris dans des dynamiques toxiques ou luttant avec la décision de rester ou de partir, sachez qu'il y a une vie au-delà de ces contraintes. Votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à la voir. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la plus grande croissance. J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous travaillé dans une entreprise familiale? Avez-vous vécu le syndrome de l'enfant préféré? Avez-vous fait le choix difficile de vous éloigner de quelque chose dans lequel vous aviez investi des années? Chaque expérience est unique, mais les partager nous aide tous à nous sentir moins seuls face à ces défis. Veuillez aimer cette vidéo si vous avez trouvé mon histoire utile, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'expériences réelles et de leçons apprises. Partagez avec toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de l'écoute du fait que parfois, la meilleure décision familiale est de se choisir soi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie familiale ou professionnelle, j'espère que vous trouverez la clarté et le courage de faire des choix qui honorent votre vraie valeur.